Du coup, on va faire une présentation en 2 temps. Moi, je vais vous présenter un petit peu, des généralités sur ce que c'est qu'un plan Polmar et comment on a fait l'atlas de sensibilité. Et après, Rémi vous montrera comment on a utilisé ces outils dans le cas pratique du Trestastar. Donc, qu'est-ce que le Polmar? Donc, le Polmar, c'est un dispositif national qui est fait pour gérer les pollutions marines, mais uniquement des hydrocarbures. Il faut juste garder ça en tête. Des fois, il y en a qui pensent que c'est d'autres incidents, mais c'est que les hydrocarbures. Et comment on en est venu à ce dispositif Polmar? Ça a été lié aux incidents qui a eu lieu en métropole dès les années 70. Donc d'abord le Torrey Canyon et puis après plus récemment à Moco Cadiz, Erika ou Prestige. Donc là vous avez quelques images des impacts sur le littoral. Et en 2005, il y a eu une évolution majeure, c'est que le plan Polmar a été rattaché à ce qu'on appelle le Orsec, qui est un dispositif de réponse à la sécurité civile. Donc, d'où peuvent provenir les hydrocarbures qu'on va trouver sur le littoral? Ça peut venir soit de dégazage, donc de bateaux au large qu'on profite pour vider les cuves et nettoyer, du déballastage, des avaries, des abordages ou encore des accidents en mer. Donc, plus près de chez nous récemment, à l'île Maurice en 2020, je pense que vous aviez tous vu les images du Wakashio. En lien avec ça, il y a le CROSS de la Réunion qui a fait 2 études, dont l'étude Run Risk en 2022 qui était faite pour évaluer en fait l'évolution du trafic maritime au large de la Réunion et identifier les probabilités de risque et d'incidents et quel type d'incident, et de définir, quand les risques étaient importants, quels étaient les plans qui devaient être prédéfinis pour permettre de réagir le plus rapidement en cas d'incident. Donc, ils ont fait ça pour la Réunion et ils ont fait aussi l'étude MOSRISC sur le canal du Mozambique. Après, il y a 2 dispositifs Polmar. Il y a un Polmar mer et un Polmar terre. Donc, nous, on va se concentrer plutôt sur le Polmar terre. Donc, la différence entre les deux, c'est que Polmar mer, c'est plutôt préfet maritime avec les moyens d'action de l'État en mer. Et le Polmar terre, c'est plutôt les préfets de département avec les moyens qui sont plutôt gérés par le ministère en charge de l'environnement. Donc, je ne sais pas, dans la presse, vous avez dû voir la semaine dernière ou cette semaine déjà, il y a eu un exercice Polmar dans le port de Saint-Pierre, donc qui a mobilisé notamment les équipes de la direction de la mer. Donc, l'atlas de sensibilité Polmar, donc dans le plan Polmar, il y a plusieurs annexes qui sont demandées, et dont une des annexes, c'est un atlas de sensibilité du littoral qui doit permettre d'inventorier de manière précise les zones à protéger et les zones à protéger en priorité. Donc, cet atlas se veut être un document synthétique d'aide à la décision et qui a nécessité de croiser énormément d'informations géographiques qui provenaient de plusieurs organismes, aussi bien de la direction de la mer, de l'ADEAL, du BRGM ou d'Ifremer. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ces atlas? Donc, on va trouver d'abord des éléments sur la sensibilité du littoral, donc en lien avec la nature du littoral, la typologie, quels sédiments, est-ce qu'on a des galets, est-ce qu'on a du sable, la présence d'espèces à protéger, la présence d'activités économiques, et aussi on va regarder tout ce qui va être un peu plus opérationnel, c'est-à-dire où sont situés les ports, où sont situés les accès au littoral, quels sont les parkings ou autres zones qui pourraient servir de zone de stockage de tous les déchets qui pourraient être récupérés en cas d'incident. Donc là, je vous ai mis quelques cartes de synthèse. Donc l'indice de sensibilité morpho-sédimentaire, une carte sur l'indice de sensibilité écologique et une carte d'indice de sensibilité économique. Et après, on a les cartes un petit peu plus opérationnelles où on va voir les caractéristiques de sensibilité morpho-sédimentaire et aussi une carte sur les protections du patrimoine environnemental. Et donc, cet atlas, la première version a été faite en 2022. Et en 2022, il y avait 2 documents qui ont été produits. Donc, un document sous forme de papier qui est toujours téléchargeant en PDF, mais qui ne contient pas à jour. Et en parallèle, on avait un atlas numérique qui, lui, est tenu à jour régulièrement. Et il doit y avoir 3-4 mises à jour qui ont été faites depuis 2012 et qui comprend toutes les cartes de sensibilité et les cartes opérationnelles. Donc, si je précise un petit peu l'outil numérique, donc il y a le site il est en accès libre, sauf une petite zone qui est en accès restreint pour les services de l'État. Et sur cette zone, on trouve notamment un zip avec toutes les cartographies, qui est également sur le PC de crise de l'ADEAL.
Parce que une des exigences, c'est que quand les PC grises s'organisent, on doit être capable de pouvoir travailler sans Internet. Donc, voilà, il y a un zip et un PC de crise. Et après, autrement, si on a la chance d'avoir Internet, on a tous les services WMS associés à l'outil. Donc là, je vous ai mis quelques impressions d'écran de cartes plutôt opérationnelles qu'on peut avoir via l'Atlas. Donc l'objectif, c'est d'anticiper les impacts. Donc là, on voit en fonction du jaune, du orange, du rouge ou du vert, en fait, les zones qui sont plus ou moins faciles à protéger ou qu'il faut protéger. Et on voit aussi, là j'ai mis des petites flèches parce que de loin c'était moins visible, mais on a aussi toutes les zones potentielles de stockage qui ont été identifiées sur la carte. Et après, c'est un outil classique de navigation. On peut sélectionner les couches et on peut visualiser les légendes associées à chaque couche. Ça, c'était plutôt les outils qu'on utilise en phase de crise. Après, on a tous les outils qui vont être utilisés après coup pour évaluer en fait l'état zéro et commencer à faire jouer tout ce qui est assurance et mettre en place des suivis de l'impact sur un temps un petit peu plus long. Donc là, il y a différents outils qui sont mobilisés. On peut utiliser l'outil Borbonica. Rémi pourra détailler plus tard. On peut utiliser aussi toutes les données qui viennent des suivis réguliers qui sont faits sur le littoral. Donc on a notamment tous les suivis qui sont faits dans le cadre de la directive 4 sur l'eau. On peut aussi utiliser les données qui sont ici des SNIEF. Donc là, si Jean-Benoît n'est pas parti, pour préciser aussi ce que c'est qu'une SNIEF. Et après, on a aussi toutes les données de carte d'habitat. Merci Magali. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment comment ces outils ont été mobilisés dans le cas de l'échouage du Tresta Star. Donc, je vais vous présenter un peu le contexte et comment ces outils ont pu être sollicités pour gérer la crise et tout le suivi dont parlait Magali qui est intervenu après. Donc, juste pour rappeler rapidement le contexte, le Tresta Star, c'est un navire citerne qui fait du sauvetage, donc qui va ravitailler des bateaux en mer. Donc c'est un navire qui est enregistré à Port-Louis, à Maurice, qui est à la base d'une compagnie indienne. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2022, voilà, ceux qui étaient présents, donc il y a eu un cyclone important, Batsirai. Et en fait, le bateau, le Tresta Star, a dû quitter Port-Louis. Il n'a pas eu l'autorisation de rester dans le port, sauf qu'il a eu plusieurs avaries moteurs et il se trouve qu'il circulait, qu'il naviguait avec peu de fuel dans son tanker. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose pour la suite, on va voir. Donc en fait, il a dérivé, si on voit la trajectoire qui est en bas à gauche de la diapositive, il a dérivé, donc on était vraiment dans l'incertitude, est-ce qu'il va arriver sur les côtes réunionnaises, oui, non. Et puis finalement, il a fini par toucher et s'échouer au large de Saint-Philippe, au niveau de la coulée de lave 2007. Donc effectivement, dans la nuit qui a suivi, donc ça va été suivi, tout ce trajet, cette dérive avait été suivi. Donc dans la foulée, dans la nuit, les marins du navire ont pu être tous sauvés. Et on a pu commencer du coup à déclencher, en prévision de cet échouage, essayer d'anticiper avec le plan Polmar pour intervenir et pouvoir cibler le type de pollution qu'on envisageait et sur quels secteurs pourraient être impactés. Donc en fait, voilà, c'est un navire qui transporte du carburant. Donc forcément, le risque identifié pollution avec des hydrocarbures. Donc là, on rentre dans le schéma Polmar. Donc il se trouve qu'il y avait deux risques principaux, qui ait eu des fuites en pleine mer et qu'il y ait des éléments, des nappes qui arrivent directement sur les côtes au niveau du littoral. Donc là, c'est des photos de ce qui a pu être observé dans les jours qui ont suivi. Donc là, effectivement, dans des cascades et en pleine mer, juste à côté de l'endroit où ça a été échoué. Donc, comment ça s'est traduit, donc, de la même façon que ce que vous montrez Magali juste avant, en fait, on a utilisé l'Atlas. Donc, c'est là où on voit effectivement l'avantage de cet outil, c'est qu'on va avoir directement à disposition toutes les données qui vont nous permettre rapidement de se positionner sur
le secteur concerné et avec les différentes données qu'on a à disposition et qui sont à jour, d'identifier les secteurs en jeu, aussi bien d'un point de vue terrestre, donc la biodiversité faune flore qui va être au niveau des côtes, qu'au niveau marin dans les zones littorales, voilà, par rapport aux données qu'on va pouvoir récupérer. Et du coup, identifier les sites sur lesquels il faudrait intervenir en priorité. Donc, dans le cas du Trestastar, en fait, on a mobilisé pas mal de données, en plus de celles qu'on avait dans l'outil. On a beaucoup fait appel aux acteurs locaux qui ont des fois, voilà, enfin, c'est un outil qu'on essaie de mettre à jour en mobilisant un certain nombre de données. Des fois, il se trouve que des acteurs locaux vont avoir des données plus à jour ou plus complètes. Donc, dans ces cas-là, voilà, on peut directement faire appel à eux pour compléter cette vision qu'on a au travers de l'Atlas. Et donc, ça va nous permettre effectivement d'avoir un aperçu de tout ce qui est en jeu en matière de biodiversité, en jeu en matière de qualité des eaux, de coraux. Donc là, c'est les différentes entités qu'on a sollicitées. On a notamment mobilisé le système d'information quadrige de l'Ifremer. Donc là encore, c'est pareil, si vous avez des questions, Magali pourra vous en parler. Donc ça, on l'a mobilisé pendant la gestion et surtout après coup. Tout à l'heure, Magali vous parlait de ce besoin de faire quand on a géré la crise, en fait, donc voilà, il y a l'échouage qui s'est passé, on a géré cette partie échouage. Ce qui est important après, c'est d'évaluer un peu ce qui s'est passé, les impacts qui ont été causés par l'accident. Et donc là, on a besoin de dresser un état zéro initial et de faire des suivis pour voir comment ça évolue dans les jours qui suivent la catastrophe et être en capacité de définir quels sont les impacts à la fois sur le côté, donc là c'est le volet biodiversité, environnement qui est mis en avant, mais Magali parlait des assurances. En fait, par exemple, la commune de Saint-Philippe, il y a un sujet en cours sur tout ce qui est indemnisation par rapport au littoral, par rapport au patrimoine touristique et paysager du littoral. Voilà, donc il y a des enjeux autres enfin là, j'ai vraiment pris l'angle environnemental, mais il y a tous ces enjeux-là qui sont analysés et qui sont vus en matière de suivi des impacts. Donc là, c'était juste pour illustrer en fait le travail qui a été fait. Il y a des suivis qui ont été faits. Donc là, c'était un état zéro qui a été fait et un suivi qui a été fait sur une trentaine de stations sur le littoral de Saint-Philippe. Donc avec des suivis qui ont été faits également au niveau du milieu marin, voilà, sur des suivis faune, flore, benthique, avec des transects et sur une trentaine de stations. Et donc en termes d'impact, bon, j'ai pas remis, mais globalement, la chance qu'on a eue, c'est que dans le cadre de cet échouage, le navire était quasiment à vide. Après, peut-être qu'il ne se serait pas échoué s'il était plein, mais en tout cas, voilà, nous c'était une chance qu'on a eue. Donc il y a eu des nappes qui ont été repérées en pleine mer à proximité du bateau. Je crois qu'il y en a une un peu plus loin, à 4 km, qui avait été repérée dans les jours qui ont suivi. Alors c'est possible qu'il y en ait, parce qu'on a fait un suivi qui a été fait que sur une partie du littoral, qui n'a pas été fait pendant des semaines et des semaines. Donc c'est possible qu'il y en ait eu d'autres. Il y a eu effectivement des traces d'hydrocarbures également sur les côtes, hein, sur le littoral. Là encore, c'est pareil, c'était relativement modeste, hein, avec peu d'impact. Donc c'est une chance dans ce cas-là. Mais malgré tout, malgré ça, ne serait-ce que la mise en place du plan pour gérer l'épave, pour toute la partie suivi, etc., ça a chiffré énormément en termes d'impact économique. Et donc, il y a des enjeux derrière avec les assureurs pour essayer de trouver une finalité et de dédommager à la fois la commune. Donc, le retour d'expérience qu'on a pu faire hein, avec Magali parlait d'exercices Polmar, donc c'est des choses qui sont faites de manière relativement régulière pour être sûr de mobiliser un petit peu tous les acteurs et qu'on soit habitué à travailler ensemble, à utiliser ces outils. Mais on n'avait pas eu jusqu'à présent de cas pratique à La Réunion. Donc bon, on a eu un cas pratique, donc on a pu justement s'apercevoir que cet outil Atlas, mais c'était un vrai gain de temps. C'était quelque chose qui était très 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 utile parce que on avait tout à disposition. On n'était pas obligé de solliciter telle et telle structure pour récupérer des données. On avait
directement la possibilité d'identifier les sites sur lesquels il y avait des enjeux, sur les différents critères qui avaient été identifiés dans le cadre de l'Atlas. Donc ça aide grandement à ce que les différents services travaillent ensemble. Par contre, dans les limites qu'on a pu identifier, c'est qu'effectivement, parfois, on a des données qui ne sont pas complètes ou qui ne sont pas complètement à jour. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire appel aux acteurs locaux qui, des fois, ont des visions un peu plus complètes. Et donc ça va nous pousser à essayer d'améliorer justement cet outil Atlas. Donc on a une démarche avec l'Ifremer pour mettre à jour le contenu de cet Atlas de manière régulière et s'assurer qu'on conserve toujours des données qui soient le plus à jour possible. Et améliorer également les bases de données qui ont été mobilisées, les autres bases de données, donc Borbonica, Quadrige, pour essayer effectivement de compléter les données et d'enrichir les données qui sont disponibles et de faciliter les échanges entre ces plateformes pour pouvoir mobiliser plus facilement les données. Dans les perspectives, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a démarré, c'est effectivement, ça serait de pouvoir s'interfacer avec d'autres outils de gestion de crise de façon à compléter un peu la vision qu'on peut avoir des enjeux à un moment donné. Donc, je m'arrête là. Je crois que je suis bon au niveau timing. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous les deux. Des questions dans la salle rapidement? Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic maritime autour de l'île et est-ce qu'il est localisé ou pas? Oui, l'étude de RunRisk, ils ont bien identifié ça. Ils ont vu que la taille des bateaux avait fortement augmenté, que le nombre de bateaux avait fortement augmenté. Par contre, je crois qu'il y avait plus des vraquiers, des choses comme ça, que des hydrocarbures. Et il envisageait de demander une zone d'exclusion un petit peu, comme un peu le RAD5, enfin, le Highway 5, enfin, d'envisager de bien localiser, d'obliger les bateaux à risque à passer dans ce rail parce qu'ils ont quand même identifié qu'en fonction des avaries et où il passait le bateau, avec la dérive des courants, ils se prenaient la Réunion, quoi. Donc ils réfléchissent à limiter aussi le risque. Et ils ont fait pareil pour le canal du Mozambique. Et normalement, il y avait les éparses aussi dans l'étude. Parce qu'il y a eu un bateau, je crois, qui s'était approché je crois que c'était des Glorieuses et qui avait dérivé. Et à un moment donné, ils se sont dit... Et là-bas, il y a quand même moins de moyens sur place pour réagir vite. Alors qu'à La Réunion et à Mayotte, il y a quand même tout ce qui est... Les outils qui sont stockés là au phare aux balises, les boudins, les choses comme ça. Merci, il y avait une question de ce côté, je crois. Ouais, j'arrive. Merci beaucoup. Vous avez bien dit que le plan Polmar, ça ciblait surtout les hydrocarbures. Mais est-ce que, parce que maintenant de plus en plus dans tous les bateaux, etc., il y a forcément des fluides hydrauliques, frigorifiques, etc., avec beaucoup de contaminants, les PCB. Est-ce que vous avez une idée, avec maintenant un peu le retour d'expérience, est-ce qu'il y a eu des contaminants, des contaminations, ou pour l'instant on ne connaît pas du tout ces aspects? Ils les ont pris en compte dans le point de risque. Et après, j'ai pas le détail du CEDRE sur les... Je pense que le CEDRE a élargi son panel de moyens de lutte au-delà des hydrocarbures. Mais j'ai pas de détail. Il y a encore une question. Désolé, le temps de traverser la salle. Si tu veux passer. Bonjour. Donc là, on est sur un atlas littoral, risqués littoraux. Je me demandais s'il y avait, vous en avez parlé, qu'il y a le pôle mer, et là, on est plutôt sur pôle terre. Est-ce que vous savez s'il y a déjà un atlas ou des cartographies mises à jour régulières au niveau de justement tout ce qui est courant océanique aux abords de la Réunion, de cette zone auquel on pourrait accéder pour pouvoir faire la connectivité, ce genre de choses? En termes de courant dans la zone, ça, oui, il y a pas mal de données dans Sextant. Il y a aussi toute la bathymétrie. Après, on est tout de suite sur des fonds très, 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 très profonds. Après, il y a des données aussi d'usage autour de la pêche. Mais c'est vrai que contrairement en Bretagne, on n'a pas des petites îles ou des hauts fonds. Il y a le mont La Pérouse quand même, qui a un nom quand même, je pense, à protéger en termes de biodiversité.
mais ça faisait partie du périmètre de Run Risque, je pense, le Mont Lapérouse. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a une question encore? Non? Bon, mesdames, messieurs, écoutez, la session 1 sur le milieu littoral et insulaire est terminée. On vous invite à une petite pause de 15 minutes. Voilà, 10-15 minutes, on fait ça rapidement parce qu'on a un peu débordé sur le temps. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toutes les présentations de ce matin.